Bonjour à vous, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. J'espère que tout va bien de votre côté en ce jeudi matin. Peut-être êtes-vous en train de préparer le déjeuner puisqu'on est à l'approche de 11h. Alors je serai vous, j'attendrai encore un tout petit peu parce qu'après avoir vu le dossier du jour, peut-être arrêterez-vous de manger. Le dossier du jour pour cette émission, c'est le jeûne. C'est probablement l'une des plus anciennes pratiques pour guérir et maigrir. Ne boire que de l'eau ou cesser de s'alimenter durant une courte période est une technique utilisée naturellement par les animaux malades ou blessés et ça nous permettrait de rester en bonne santé. Mais attention aux excès, quelles sont les différentes formes de jeûne, combien de temps doit-on le pratiquer pour une meilleure efficacité? Laurence Inck, naturopathe, est notre première invitée. On parle d'animaux, on va recevoir aujourd'hui la SPA, le refuge de Port-la-Nouvelle pour la présentation de 4 profils à adopter dont un pacte que vous voyez à l'écran. Il y aura 2 chiens, un chat et pour la première fois un lapin. La botanique. La botanique vous a peut-être intéressé, vous êtes peut-être déjà attiré, mais vous êtes trop timide ou peu sûr de vous pour vous y engager. Ça, c'était avant de connaître Tela Botanica, un réseau de botanistes francophones à votre écoute pour toute question ou tout projet relatif aux végétaux. Nous recevrons la directrice de Tela Botanica, c'est Christelle Vigneault. Pour le jeu, on vous offre 2 spectacles aujourd'hui. Tout d'abord, l'humoriste Ziz, et puis on vous permettra d'assister au concert de Rock Voisine, donc restez bien avec nous tout au long de cette émission. Et puis aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre feuilleton hebdomadaire qui souhaite réaménager le refuge animalier de Tarbes-Bigorre. C'est avec Laure, notre reporter, elle est déjà sur place. Alors Laure, que va-t-il se passer durant cet épilogue? Bonjour. Jean-Michel, c'est vous qui avez fait appel à notre équipe. Oui, tout à fait. Quelle est votre problématique? Comment on peut vous aider? Dites-nous tout. Regardez, je vous en prie. Mais ça tient sur quoi, ça? Donc voilà. L'idée, c'est qu'on aille trouver de l'aide. On va peut-être s'adresser à des entreprises de BTP du coin qui pourraient nous filer un coup de main, peut-être du matériel. On a besoin de main forte cet après-midi pour nous aider sur le chantier. Est-ce que vous seriez motivé pour nous filer un coup de main? Bon, après, lui, il a des bras. Hein. Ouais, mais si lui, il a les bras, vous avez peut-être la tête, vous. J'ai exactement, oui, pas mal de croquettes pour chiens et pour chats. À part faire une petite diète pour trouver son summer body, vite va bien. Il n'y a plus qu'à aller chercher le sable. Allez, va. Allez, on y va. Bon, bah alors finalement, écoutez, vous savez quoi? C'était les images des précédents épisodes. Et bah c'est pas grave, comme ça vous a mis l'eau à la bouche tout de suite et on retrouvera Laure un petit peu plus tard dans cette émission. On commence maintenant par le dossier du jour, c'est le jeûne. Alors, quelle est l'une des meilleures solutions pour détoxiquer et régénérer notre corps? Réponse: le jeûne. Et il paraît que c'est très très bon pour notre santé. Ça permet de remettre à zéro les curseurs et de repartir sur de bonnes bases alimentaires. Ça, nous allons en parler avec vous. Laurence Inck, merci d'être avec nous. Vous êtes naturopathe. Pourquoi vous a-t-on invité sur ce plateau? Parce que le jeûne, il faut faire quand même attention, même si comme ça paraît simple, efficace, et on s'arrête de s'alimenter et après c'est terminé. Non, on ne peut pas faire ça n'importe comment, ni n'importe quand. Nous allons en parler avec vous dans quelques minutes. Juste avant, je vous propose ce petit reportage sur la définition du jeûne. Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures? Félicitations! Médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors, le jeûne, qu'est-ce que c'est? Du latin jejunium, le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents. Mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champions de la discipline, les hindous, eux, jeûnent 2 fois par mois pour l'ékadashi. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps.
Bon, alors, beaucoup d'informations à propos du jeûne, avec je ne sais pas combien d'accents circonflexes sur ce mot. Alors, on va essayer d'en parler, on va essayer de dépoussiérer un petit peu tout ça. Enfin, pas dépoussiérer, mais plutôt de bien étayer le sujet du jeûne avec vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, Laurence, nous indiquer quel est l'impact concret du jeûne sur notre corps ? Oui, donc pour dire simplement, en fait, à partir du moment où on arrête de manger, le corps il va en profiter pour faire un repos digestif et du coup remonter les toxines en circulation pour les éliminer. Donc c'est un grand nettoyage intérieur. Alors quelles sont les vraies bonnes raisons de faire le jeûne ? Est-ce que perdre du poids en fait partie ? Ça peut être une bonne raison si la reprise se fait correctement. C'est-à-dire il faut un suivi, mais effectivement ça peut être... pas mal de gens viennent pour perdre du poids et pour changer des habitudes après. Parce que si on le fait comme un régime, ça ne va pas être une bonne raison parce qu'on va reprendre son poids comme avant, voire plus, comme tous les régimes. Mais il faut qu'il y ait une rééducation après et le jeûne permet de changer des habitudes. Alors, en fait, ce n'est pas qu'un grand ménage, ce jeûne dans notre corps, puisque si on arrive à perdre du poids, c'est que ça réduit aussi les graisses de notre corps. Oui. C'est d'ailleurs pendant le jeûne, nous prélevons sur les graisses pour manger. En fait, on dit c'est l'auto-alimentation, l'autolyse, et le corps prélève tout sur les graisses. Alors finalement, quels sont les bienfaits du jeûne sur notre corps ? Je crois qu'on peut réduire la quantité de sel, notamment. On peut avoir de nombreux bienfaits. Voilà. Alors. En fait, on va globalement favoriser le système immunitaire, donc on va être moins malade et globalement c'est le corps qui fait son ménage, donc on peut vraiment en débarrassant les toxines, en fait on peut avoir des symptômes qui disparaissent et on peut trouver une meilleure vitalité, donc être plus en forme et effectivement réduire des carences aussi. Donc c'est vrai que ça paraît étonnant parce qu'on... Mais oui, enfin moi je me souviens de mes cours de biologie, de sciences nat à l'école, on m'a toujours dit que pour que le corps puisse avoir de la batterie, il faut qu'il s'alimente, il faut qu'il mange tous les jours. Et là, vous êtes en train de nous dire le contraire, c'est-à-dire que le jeûne permet d'être en meilleure santé. Oui, en fait, on mange trop. On mange dans les sauces. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est l'excès. Oui. On mange en moyenne 5 à 6 fois trop. Et du coup, le jeûne, c'est bien de faire des moments de disette pour que le corps il puisse reprendre un peu, faire le ménage et reprendre un peu possession. Est-ce que c'est vrai que le jeûne aurait un impact sur notre sommeil ? Oui, j'ai vu des insomniaques qui n'étaient plus insomniaques après le jeûne. Donc ça régule toutes les fonctions, si c'est fait correctement. Ah oui, c'est ça. Et vous êtes là pour établir la vérité, nous dire comment opérer. Alors justement, comment jeûne-t-on ? Est-ce qu'il y a différents jeûnes d'ailleurs ? Il y a plein de jeûnes. Donc déjà, le mot jeûne, c'est comme vous aviez dit, effectivement, normalement, c'est à l'eau. Mais il y a aussi des jeûnes, comme le jeûne Buchinger, qui est pratiqué avec des jus de fruits dilués et du bouillon pour qu'on rentre dans le jeûne plus doucement. Parce que plus on rentre rapidement, plus il risque d'avoir des réactions. Et donc, on veut éviter ces réactions. Et après, il peut y avoir des jeûnes de 1 jour, comme vous l'avez présenté, de 2 jours, 7 jours, voire plus. Et donc, moi, le conseil pour jeûner, c'est, si possible, de le faire joyeusement, avoir envie de le faire, comme ici. Oui, c'est ça. Avoir envie de le faire et pas de le vivre comme une privation. Vraiment comprendre pourquoi je le fais pour me nettoyer, j'ai envie de me ressourcer, de me retrouver, et ça va aider à ce que tout se passe bien. À partir de combien de temps sans s'être alimenté, on considère que c'est un jeûne ? On va dire 12 heures, 16 heures ? Ouais, 12 heures, c'est 12 heures, c'est pas mal. Les mini-jeûnes, oui. On conseille effectivement d'abord de jeûner entre son dernier repas du soir et le matin. Donc ça fait 12 heures. D'accord. Après, on peut faire 15 heures, 18 heures. Mais c'est beaucoup plus difficile chez soi que quand on part une semaine jeûner. Donc par exemple, moi le week-end, si je prends un petit déjeuner à 8 heures mais que je ne mange pas avant 20 heures le soir, j'ai jeûné. Et oui. Et après, si je remange à 20 heures le soir, on est reparti à vous zéro. Vous rompez le jeûne. Ah oui, on rompt le jeûne. Oui, mais vous avez quand même jeûné pendant 12 heures. Donc ça fait quand même un repos digestif et votre corps, il va s'en sentir bien s'il n'y a pas eu la frustration. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit faut jeûner, vous n'aviez pas envie du tout. Je pose une question personnelle, mais probablement que ça peut vous arriver le week-end aussi de sauter un repas. C'est pareil, on nous disait qu'il ne faut pas sauter de repas. Oui, si, ça peut être bien, toujours si c'est bien vécu. Voilà, alors on nous dit blanc, après c'est noir, on nous dit bleu, après c'est rouge.
On ne sait plus quoi faire. Mais oui, c'est là que vous verrez. Alors justement, à propos d'expérimentation, nous avons retrouvé un sujet de Jérôme Gossin et Stéphane Taponino, deux journalistes qui vous ont suivi lors d'un de vos cours ou d'une de vos pratiques, et ils en ont profité pour interviewer quelques adeptes du jeûne pour savoir comment eux le pratiquaient. Regardez. Et on va donc faire une randonnée sur la plage. Donc vous allez pouvoir marcher à votre rythme. Donc c'est ce qu'on va le plus surveiller. 2 heures de marche au programme pour ces 15 curistes. Tous sont venus à la Grande Motte pour rompre avec leurs habitudes alimentaires. Et ça commence avec le petit déjeuner. On n'a pas de déjeuner puisqu'on jeûne. Donc on mange rien du tout, on boit que de l'eau. Quelques jus dilués. Et voilà. C'est tout. Ouais, rien. Le 3e jour est un petit peu dur là. On ressent un peu des faiblesses. Le corps travaille. Mais on va faire avec. Le déjeuner, ça n'existe plus. On ne mange plus depuis 3 jours. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis très très bien, très en forme. J'avais eu une petite baisse hier, c'est tout. Et puis, mais j'ai la pêche, quoi. Le jeune Jean-Paul, avec le chapeau, y est devenu accro. À 73 ans, il participe à sa 8e cure. Il faut être fada pour faire ça, bien sûr. Mais il se trouve qu'après, au bout du compte, on se sent tellement mieux. J'ai l'impression de gagner 10 ans chaque fois. Alors, je sais pas être un enfant, mais ça fait vraiment un bien extraordinaire. On se dégage toutes les toxines. Il est midi. Après 2 heures de randonnée, Marc fait une pause dans son appartement. Qu'est-ce que vous avez dans votre frigo là? Montrez-nous ça. Je vais vous montrer tout ça. C'est à profusion. Quand on arrête de manger, eh bien, les toxines qui sont logées dans nos organes, dans nos tissus, dans notre sang, vont retourner en circulation. Et là, on va pouvoir les éliminer. La science commence tout juste à explorer les vertus médicales du jeûne. Des études pratiquées sur des souris montrent que le jeûne affaiblit les tumeurs cancéreuses et améliore la chimiothérapie. Mais pour les nutritionnistes, il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir une alimentation plus saine. On a 350 additifs à peu près dans l'alimentation qui sont autorisés. 50 nous posent problème. On a un apport tout à fait massif en gras, en sucre, etc. Donc il faut plutôt avoir la recherche d'une alimentation saine. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut moins manger. Les gens mangent trop. Ils sont poussés en permanence à manger, à surconsommer. Et ça, bien entendu, ce n'est pas bon pour l'organisme. Actuellement, 10 à 15 000 Français pratiquent le jeûne au moins une fois par an. Ils sont 15 millions en Allemagne, où le jeûne thérapeutique est remboursé par le système de santé. Alors justement, tiens, on est en train de voir un reportage sur la faim où on voit des gens qui se baignent des cures. Alors quelle est la différence concrète entre le jeûne et une cure? Eh bien, ils ne mangent pas. Oui, c'est toujours ça. Oui. Dans une cure, ils vont manger un petit peu, alors que là, on ne mange pas du tout. Et du coup, le travail de détoxination va être plus profond. Alors, pour qu'on comprenne bien, Laurence, si on jeûne un jour, quelle est l'efficacité sur notre corps? Ça servira à quoi de jeûner un jour? Ça fera un repos digestif et ça peut nous aider à mieux maîtriser nos envies alimentaires ou à faire le ménage quand, par exemple, on a eu un week-end un peu trop chargé. Ah oui, les fêtes de fin d'année, par exemple. D'accord. Ou quand on sent qu'on est un peu affaibli. En fait, quand on est malade, le corps, normalement, nous dit de ne plus manger. Et donc là, c'est comme éviter, si on sent qu'on est un peu fatigué, on peut réduire son alimentation pour éviter la maladie aussi. La prochaine étape, c'est quoi? C'est 7 jours après? Après un jour, c'est 7 jours? Oui, même si vous n'avez jamais jeûné, vous pouvez d'emblée commencer à 7 jours. Si vous avez les conseils pour vous préparer, donc si vous partez, par exemple, à un de mes séjours 7 jours, moi je vous donnerai des conseils pour vous préparer, même si vous n'avez jamais jeûné. Moi, mon premier jeûne, je n'avais jamais jeûné. Et vous avez jeûné pendant 7 jours? Et j'ai jeûné pendant 7 jours. Juste à boire de l'eau? Alors, on avait des jus de fruits dilués et du bouillon, mais très vite, oui, j'étais passée à l'eau, mais ça dépend de chacun. D'accord. Il y en a qui restent au jus de fruits dilués et au bouillon tout le temps. Et il y en a qui passent à l'eau très vite, mais le nettoyage est le même à l'intérieur. Ça va bien se passer aussi. Et on a le droit de boire quand on veut? Oui. Cette eau, ce jus, tout ça, ce bouillon? D'accord. Je les propose le matin et le soir le bouillon. Et je conseille de boire un petit peu tout au long de la journée. Alors, dans quel cas il faudrait arrêter le jeûne? Quelles sont les différentes complications qui pourraient surgir? Alors, s'il y a une crise de détoxination trop importante, trop dure, dans ce cas-là, on arrête, mais la personne, elle voit toujours comment elle le sent, ou si la personne baisse le moral.
Si elle en a marre, il vaut mieux arrêter. Parce que le psychisme est important. C'est vraiment un travail du corps entier. Mais on est d'accord, c'est pas grave finalement, même si on arrête, on peut reprendre plus tard. C'est juste que voilà, si on ne se sent pas, surtout ne pas forcer. C'est ça, il faut faire attention aux excès et aux exagérations en tout cas. Et alors, vous le disiez, donc pas forcément besoin d'une grande préparation pour jeûner avant. En revanche, une fois qu'on a terminé le jeûne, il ne faut pas reprendre une consommation excessive. Non, et la préparation avant, c'est quand même une semaine. Ah oui, quand même, Oui, quand même. Donc petit à petit, on réduit la consommation alimentaire. Oui. Après, on jeûne une semaine. Et après, on fait la reprise le double de temps du jeûne. Donc normalement, 14 jours pour 7 jours de jeûne. Donc on reprend aussi progressivement. Et c'est la reprise qui fait la réussite du jeûne. On dit n'importe quelle sauce, c'est jeûner. Seul le sage, c'est reprendre. C'est joli. Et c'est la reprise qui fera la réussite pour ceux qui veulent perdre du poids, pour la santé, pour le changement d'habitude aussi. Est-ce qu'on peut pratiquer du sport pendant le jeûne ? Oui. Parce que, bon, c'est pareil, encore, les études à l'école, il y a attention, quand on fait du sport, la petite barre chocolatée. Mais là, plus rien, c'est fini. Oui, c'est ce que les sportifs ont peur au début, parce qu'ils se disent, moi, quand je fais du sport, il faut toujours que je prenne un truc. Bah oui. Mais en fait, on se rend compte qu'on peut faire du sport, on ne peut pas faire du sport violent quand même. On ne va peut-être pas courir, faire des choses rapides, mais on peut marcher, nager, faire de la gymnastique douce, et on a besoin de bouger. On sent que ça fait du bien, en fait, de bouger, on se sent mieux en bougeant, même si on n'a rien dans le ventre, ça nous nourrit autrement. Parfait, très bien. Alors, on l'a vu dans le reportage, donc l'Allemagne est assez friande de cette pratique, le jeûne. Alors justement, nous avons une question téléspectatrice. Je vous rappelle que cette émission est totalement interactive. Donc pour nos futures grandes thématiques, on va parler par exemple des plantes dépolluantes, on va parler du lactose notamment. Vous pouvez nous envoyer un mail à ecm.occitanie@francetv.fr et vous nous posez toutes vos questions donc, relatives à ces différentes thématiques et je me ferai un plaisir de les poser à nos différents experts et invités. Donc, voici la question téléspectatrice donc, de Pascal qui habite Rocamadour. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je suis Pascal Destrel, responsable du centre lautois de jeûne et randonnée situé à Le Clos du Chevalier, à côté de Rocamadour. J'ai découvert le jeûne à 45 ans. Après seulement 6 jours, je suis revenue amincie, rajeunie. Mes douleurs chroniques avaient pratiquement disparu et j'ai débordé d'énergie. Depuis, je jeûne 2 fois par an. Alors ma question, en Allemagne et les pays de l'Est, le jeûne est très répandu. Pourquoi sommes-nous si réticents en France ? Et oui Laurence, pourquoi le sommes-nous ? Et oui, moi je ne suis pas réticente, mais effectivement il est né en Russie, enfin il est né bien avant comme vous aviez dit, mais il est pratiqué en clinique depuis 60 ans en Russie, depuis 40 ans en Allemagne. Et pourquoi on est réticent ? Je pense qu'il y a une réticence plutôt de notre système en fait qui ne veut pas donner des fonds pour la recherche pour le jeûne. Alors que aux États-Unis, ils commencent vraiment à le doubler avec la chimio. Ils voient que ça a de bons effets. Je pense que c'est remboursé aussi. En Allemagne et en Russie, c'est remboursé. Donc ça va, ça joue aussi parce que c'est vrai que c'est quand même des budgets. Et après, je pense qu'il y a aussi le milieu médical qui est beaucoup plus impliqué dans ces pays-là qu'en France. Ça commence en France. Moi, j'ai des médecins de plus en plus qui viennent à mes jeunes et qui s'y intéressent. Mais je pense que ce n'est pas encore suffisant. Le jour où les médecins s'y intéresseront, je pense que ça changera. Oui. On y arrivera, certainement. S'il y a de plus en plus d'adeptes, et si ça marche plutôt bien dans les pays étrangers, ça arrivera forcément en France, juste après. Oui. Vous êtes naturopathe. Alors justement, est-ce que pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui seraient intéressés par le jeûne, est-ce qu'on doit se faire suivre par du personnel spécialisé, les médecins, ou même peut-être vous êtes peut-être à même de nous suivre ? Oui, effectivement, les naturopathes sont bien à même de suivre pour le jeûne puisque ça fait partie de leur précepte des cures de détoxination. Un naturopathe conseille des cures de détoxination et le jeûne est la cure par excellence. Donc un naturopathe connaît bien le jeûne. Un médecin est plus spécialisé sur les symptômes, donc il ne va pas traiter le fond. En fait, le naturopathe traite le fond, le nettoyage global. Donc les deux ensemble peuvent être parfaits. Moi, j'ai souvent appel à des médecins quand justement les gens sont sous traitement ou quand il y a des maladies un peu plus compliquées.
Donc là, je m'associe avec un médecin pour les conseiller. Moi, je vais prêcher un peu pour votre paroisse, puisque vous êtes Oui. naturopathe et que vous êtes notre invité. Oui. Vous-même, vous avez découvert en fait votre corps, vous êtes même redécouverte en pratiquant la naturopathie. Oui, ça a commencé par le jeûne. Et le jeûne m'a donné envie d'apprendre la naturopathie pour justement comprendre ce qui se passait en jeûne. Oui, tout à fait. Et ensuite, après, j'ai créé une école pour former d'autres naturopathes à cette discipline. Parlons de cette école qui s'appelle l'école IJ, oui. du nom de la déesse. Ah, vous connaissez. Un petit peu. Oui. Elle est à Montpellier, dans la salle des actes de l'université de médecine. Et alors, cette école forme qui et quand? Alors, à un moment donné, elle formait des naturopathes. Maintenant, elle est un peu pour tout le monde et elle est à la carte. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut... C'est des modules de 2 jours, avec des modules sur les hygiènes principales et les autres techniques de naturopathie. Et quand ils sont intéressés, je leur envoie la liste des différents modules et puis ils le font à leur rythme ou par correspondance ou j'organise avec des petits groupes pour que chacun l'apprenne à son rythme. Parce que la naturopathie se doit d'être expérimentée. Donc c'est bien d'apprendre, d'avoir des connaissances, mais après, surtout pour des choses comme le jeûne, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas vraiment en parler. Ça va, oui. Si, on peut en parler comme vous en parlez, mais on peut comprendre ce qui se passe mieux si on l'expérimente. Et c'est un peu vrai pour des techniques qui sont très simples, très accessibles, et tellement accessibles qu'on nous dit « mais si c'était si simple, ça se saurait ». Mais quand on le pratique, on comprend que c'est important de travailler le fond. Et vous, vous êtes spécialisé dans la naturopathie renouvelée. Oui. Ça veut dire quoi? Donc c'est la naturopathie qui est basée sur celle de Pierre-Valentin Marchessault, qui est le fondateur de la naturopathie en France, auquel j'ai adapté à l'être humain d'aujourd'hui, donc avec les stress et puis les autres pollutions que l'on a aujourd'hui, et aussi le travail sur soi, de mieux se connaître, qui va également avec la santé. Parce que c'est important de savoir où on va, ce qu'on aime faire et mieux se connaître. Et mieux se connaître. Oui. Et donc c'est le propre de la naturopathie. Merci beaucoup Laurence d'être venue nous parler sur ce plateau et de votre activité et de votre école. Donc si vous avez envie de suivre les pratiques de Laurence, notre invitée, un site internet, c'est jeûner.co pour tout savoir sur vos différentes activités, même pour le jeûne peut-être. Oui, pour le jeûne, la naturopathie. C'est jeûner.co. Hein. .co, oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Laurence d'être venue sur ce plateau. Alors, je le disais tout à l'heure lors du sommaire, nous allons découvrir à la fin de cette émission donc le dernier épisode de notre feuilleton. Ça y est, elle est prête cette fois-ci. Laure, bonjour. Que va donc-il se passer durant cet épisode? Bonjour à tous. Ça y est, on arrive au terme des travaux de rénovation. Il nous reste encore quelques finitions pour terminer le chantier. On lâche rien, on reste solidaires. Parce qu'ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux, la preuve. Alors, vous serez tout à l'heure dans un refuge pour animaux, donc c'est à Tarbes-Bigorre. Mais là, nous, on va tout de suite parler d'un autre refuge. C'est le refuge de Port-la-Nouvelle. Avec vous, Fanny. Bonjour, Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ça y est, ça commence. En général, c'est tout le temps comme ça avec les animaux. Et là, c'est Impact. Bonjour, mon petit gars. Comment tu vas? Impact, donc, qui fait partie des animaux adoptés au refuge de Port-la-Nouvelle. Vous allez nous présenter, ma chère Fanny, 4 profils. Commençons par Impact, alors. Alors, Impact, c'est un croisé bosseron de 5 ans, donc qui est sociable avec les mâles et les femelles, qui n'aime pas trop les chats, qui a quand même beaucoup de qualités. Donc voilà, c'est son seul petit défaut, petit loulou. Ouais. Il a beaucoup d'énergie, donc là, ça se voit pas parce qu'il est un petit peu apeuré, il se demande ce qu'on lui veut. Alors en fait, il faut toujours expliquer, je le dis assez souvent dans cette émission, c'est qu'en fait, le sol est recouvert d'un parquet blanc qui glisse. Et en fait, ça, les chiens, ils n'aiment pas trop ça. Donc c'est un peu perturbé parce que vous auriez vu tout à l'heure dans le jardin de France 3, il était mais comme un fou. Comme un fou. Il saute sur tout le monde, il est agréable avec tout le monde, il lèche tout le monde également. Il est très câlin, c'est un vrai pot de colle. Non mais il a peur, c'est le sol. En même temps, chez vous, vous n'avez pas de sol blanc. Bah non. Oui, voilà. Non. Donc Impact, voilà, qui est chez vous. Éligible famille d'accueil. Ça veut dire quoi? Famille d'accueil, ça veut dire que les frais vétérinaires et la nourriture sont pris en charge par la SPA. Donc il reste propriété de la SPA. Très bien. Voilà donc pour Impact. On va parler d'un autre chien, c'est Zorro. Oui, alors Zorro, c'est un croisé braque de 11 ans qui a un beau pelage moucheté comme un dalmatien. Oui, le voici. Voilà, donc avec sa grosse tête. Donc c'est un chien de 40 kilos, donc c'est un gros loulou. Voilà, qui est super, qui est sociable avec femelle et mâle, qui est très câlin, qui a un petit peu d'arthrite. Donc du coup, il a un peu de mal à se lever. Mais il a 11 ans aussi. Et ben oui, c'est un vieux loulou.
Donc voilà, il n'a pas forcément besoin d'un jardin, il veut juste un panier bien douillet, bien chaud pour passer l'hiver. En frais de participation libre, c'est important parce que vous en avez deux. Hein, alors, en fait, c'est les participations SOS, c'est-à-dire que pour les animaux qui ont des pathologies ou qui sont depuis longtemps au refuge, on baisse, si vous voulez, le tarif de l'adoption pour faciliter l'adoption. Très bien. Voilà. Quand je dis vous en avez deux, c'est 2 des 4 animaux que vous nous présenterez. On en reparlera tout à l'heure. On arrête avec les chiens, place aux chats avec Trabiol. Alors, Trabiol, c'est un petit loulou de 7 mois, donc il est déjà assez grand, mais c'est encore un bébé. Il a été abandonné avec son frère Riflette il y a quelques temps, donc il est très sociable, il est OK chat, OK chien. Il a même l'habitude des enfants et on peut le promener en laisse. Ah bon ? Il a l'habitude du harnais, oui. Ah d'accord, voilà. Un chat en laisse. Oui. Faudrait nous en apporter un jour. Avec plaisir. Un chat en laisse, c'est pas très bien. Et puis alors, là, la petite nouveauté, c'est la première fois depuis que l'on propose cette chronique que vous nous le proposez, un lapin. Un lapin. Sunday. Oui, donc Sunday, elle a 3 ans. C'est une belle lapine bélier, écaille de tortue, donc tricolore. Voilà, donc elle est très sociable. Elle connaît aussi les chats, les chiens, les enfants. Donc pas besoin forcément d'un jardin pour avoir un lapin en maison. Elle a l'habitude de naviguer dans le bureau. Ça grignote pas trop les fils électriques? Non, pas du tout. Non. Je pense qu'elle a été habituée, donc non, elle y touche pas. Parfait. Voilà, mais... Elle est propre, Mais ça veut dire que quelles espèces proposez-vous? Alors, moi, je pensais que c'était que les chiens et les chats, en fait, finalement. On a des animaux de la ferme. On a des chèvres, des cochons, des chevaux. Oui, il y a le Grand Refuge en Normandie, en fait, qui regroupe tous ces animaux de la ferme. D'accord, très bien. Voilà. Vous voyez, il est tranquille. Ça y est, voilà. c'est posé. Ça y est, il est posé, il est tranquille, il est comme à la maison, mais il a quand même besoin de vous. Donc voilà, Impact, Zoro, Trabiol et Sunday, entre autres, ce sont les 4 profils que vous mettez en valeur aujourd'hui, mais vous en avez plein d'autres à Port-la-Nouvelle. Vous êtes ouvert tous les jours de 14h à 17h. Bientôt une opération avec la Saint-Valentin. Oui, le 9 et le 10 février, donc c'est un week-end comme un week-end portes ouvertes. On va proposer des animations sur la thématique de la Saint-Valentin. Merci beaucoup, Fanny, d'être venue nous présenter donc, ces 4 animaux. Tu vas voir, on va te trouver une belle famille aimante, mon petit gars. Merci. Non mais il est bien là, on va le garder là, ce sera notre mascotte. Alors peut-être qu'avec ces animaux, vous pourriez faire un peu de sport, ça c'est possible, à vélo et pourquoi pas en vélo électrique. Ça c'est le dossier écologique de Régis Guyon. C'est notre représentant à la rédaction donc à Rodez, c'est dans l'Aveyron. Bonjour Régis. Bonjour Mickaël, et en cette nouvelle année 2019, prenons de bonnes résolutions et entrons de plein pied dans la transition écologique pour nos transports en nous mettant au vélo électrique. C'est en tout cas le souhait d'une nouvelle association basée dans le sud Aveyron et qui cherche à promouvoir ce type de déplacement doux en vélo électrique ou alors avec d'autres engins incroyables. Vous allez les découvrir dans quelques instants et vous verrez que très bientôt dans le sud Aveyron, en vélo, on dépassera les autos en vélo électrique. Vous voyez le reportage de Mathilde de Flaménil et Régis de Kecker. Le vélo électrique a conquis son quotidien, déplacements professionnels, vacances et même son voyage de noces. En 10 ans, Michel a fait tout en 2 roues. Bilan, 50 000 km, une santé de fer et une âme d'initiateur. Il y a un mois, il a créé InVD, une association pour promouvoir en Sud-Aveyron les déplacements verts et la mobilité douce. En fait, je me suis vu être pionnier du vélo électrique et aujourd'hui j'ai envie d'être pionnier d'autres moyens de locomotion qui peuvent être par exemple une voiturette à pédales. Un bolide à assistance électrique baptisé MO est fabriqué en Espagne. Ce prototype devrait arriver en Aveyron d'ici peu via l'association. L'idée, l'expérimenter ici et l'adapter au territoire. On est en zone rurale, il y a très peu de transport public. Donc souvent on a le réflexe de prendre la voiture. C'est sûr que si on peut, au lieu de prendre la voiture, prendre une voiturette ou les vélos électriques ou pourquoi pas la trottinette électrique ou pourquoi pas. Oui, et puis on est dans une époque où on a intérêt à tout essayer, quoi. Tout, même cet engin imaginé par un des membres de l'association, défenseur du déplacement propre et plaisant. Ça fait 3 ans que j'ai ce vélo. Je suis descendu au Maroc avec. C'est une machine que j'ai fabriquée moi-même, avec une base d'un vélo 3 roues. Et après, il a fallu y adapter les capteurs dessus. Donc les capteurs solaires, la meilleure solution, c'est de les mettre sur la tête. InVD a plus d'une idée et en un mois déjà 40 membres à son actif. Une manière de vivre le plus concrètement du monde, l'idée de transition énergétique. Voilà, pourquoi pas tous en vélo électrique bientôt, mais bien sûr ça a un coût. Alors sachez qu'il existe des aides financières de l'État ou même de certaines collectivités. Renseignez-vous, ça peut valoir le coup. À bientôt. Oui, à bientôt Régis, merci beaucoup. Puis rentrez vite au chaud parce que vous
Vous semblez avoir froid avec votre écharpe et vos gants, mais qui vont vous ravir, mon cher Régis. Ça, je ne rigole pas avec ça. Et à la semaine prochaine, donc, pour une autre actualité du côté de l'Aveyron. Aujourd'hui, on joue. On vous offre 2 spectacles. Tout d'abord, celui de l'humoriste Ziz. Regardez un extrait. Je m'en sortirai jamais, moi, avec ce mariage. Ah non, je te jure. Non, ma liste d'invités, quand même, il faut que je m'en occupe parce que ça approche maintenant le mariage. Hein. Moi, je voulais le faire, le mariage l'hiver. Je me suis dit, l'hiver, je vais me prendre un beau renard. J'avais envie d'être fourré. Je n'ai jamais eu, moi, la fourrure, tu vois. Hoche de la famille, des culs cousus. Vous allez rire avec Ziz le dimanche 13 janvier à 18h à l'Auditorium Hôtel Novotel Atria de Nîmes. Nous avons 6 places et puis nous avons 10 places pour sa représentation le jeudi 14 février au Zingazanga de Béziers. C'est à 19h30. Donc vous jouez avec nous pour Ziz, mais aussi pour Roch Voisine. Il revient, grande tournée à travers toute la France et c'est lui-même qui vous l'annonce dans ce message. Bonjour tout le monde. Après 4 concerts à guichet fermé au Francophonie de Montréal en juin dernier, je vous annonce que je serai de retour en Europe en janvier 2019 avec un tout nouveau spectacle acoustique. On sera 3 sur scène, on va vous faire des anciennes chansons, des nouvelles chansons, mais surtout des surprises, des chansons inédites, des choses qu'on n'a pas faites depuis longtemps. Tout ça dans un beau petit cadre intime, j'espère vous y voir. Soyez là, janvier 2019. Roch Voisine sera au Casino Barrière de Toulouse le mardi 6 février à 20h30 et nous avons 4 places. Vous jouez avec nous en envoyant un mail à ecm.occitanie@francetv.fr. Marquez bien nom, prénom, numéro de téléphone, le cadeau de votre choix et pour Ziz, la ville de votre choix, Nîmes ou Béziers. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance. La botanique, ce sera la thématique de notre deuxième grande partie d'émission. Dans un instant, nous recevrons notre invité d'honneur qui représente donc le réseau botaniste Tela Botanica. Mais en guise de préambule, voici le reportage de Jean-Michel Escafre sur la rénovation de l'orangerie au Jardin des Plantes de Montpellier. 1593, c'est le plus vieux jardin botanique de France. Mais son orangerie, elle, date du début 19e. En hiver, cet abri non chauffé permet de maintenir les agrumes dans des températures clémentes. L'orangerie a patienté 18 ans avant sa rénovation totale. Aujourd'hui, le visiteur peut apprécier son style sobre, parce que ce bâtiment-là contraste avec les orangeries royales à la gloire de leurs propriétaires. Plutôt que de mettre des blasons, des allégories, etc., l'architecte et toutes les personnes qui ont participé ont fait le choix de mettre les signes du zodiaque. Non pas pour vouloir faire de l'astrologie ou autre, mais simplement pour manifester le cycle des saisons et de manifester donc que l'on était dans un bâtiment inséré dans la nature et au service de la nature. En été, les orangers et cicadales jalonnent les allées du jardin. Mais en hiver, ces plantes qui redoutent le froid seront désormais chouchoutées. L'isolation refaite assure un minimum de 10 degrés. Déjà, on va travailler dans des meilleures conditions par rapport au sol. C'est de la terre battue et tous les ouvrants fermés plus ou moins, avec beaucoup de vitres manquantes. Donc là, on va pouvoir mieux travailler. Et l'été, l'orangerie aura un petit air de Versailles. L'université, propriétaire du Jardin des Plantes, a l'intention d'y organiser des expositions et des concerts. Chose promise, chose due, on parle de botanique maintenant, c'est notre invité coup de cœur. Depuis maintenant presque 20 ans, le réseau va fêter ses 20 ans cette année, né le 14 décembre 1999. Donc ce réseau de botanistes Tela Botanica a pour mission de favoriser l'information, la communication, les projets autour de la botanique. Et ce réseau de professionnels n'hésite pas à utiliser de nouvelles technologies pour que cet apprentissage soit plus ludique et intéresse un public très large, allant de 7 à 167 ans, comme ça on ne se fâche avec personne. Bonjour Christelle Vigneault, vous êtes la directrice de Tela Botanica. Alors comment est née cette entité ? Tela Botanica, c'est une association qui s'est créée sur la base de quelques botanistes dans les années 99, donc c'est bien cela, à l'époque où l'Internet devenait quelque chose qui s'ouvrait au monde. Et le souhait était de pouvoir utiliser cette machine nouvelle qui était Internet pour faire du lien entre quelques botanistes qui auraient pu partager une connaissance et la donner à voir, donc à nourrir et à la dynamiser à une époque où la science botanique était quelque chose qui partait totalement des études. Un mot peut-être sur leur profil, est-ce que ce sont des botanistes Ce sont des botanistes amateurs et des experts.
Donc les 3 fondateurs, c'est une personne issue de la Société botanique de France, qui est quand même une des sociétés savantes françaises. Ensuite, des botanistes d'une petite association qui s'appelle la Garance Voyageuse. Des botanistes également d'une structure qui aujourd'hui est devenue un bureau d'études, reconnu en France. Et puis une personne individuelle qui est Daniel Mathieu, qui est notre figure de proue depuis 20 ans. Alors combien de botanistes sont recensés dans ce réseau? Alors aujourd'hui, il y a plus de 46 000 personnes. Ah oui. Voilà. Ce n'est pas un petit réseau. 46 000 quand même. C'est un réseau francophone. Francophone, oui, voilà. Uniquement francophone. Oui. Donc, on partage 2 choses, la langue française et le souhait de la botanique. Les pays, il y a 89 pays quand même. qui sont référencés. Par contre, la grosse majeure partie étant sur, en tout cas, l'Europe et l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut intégrer ce réseau encore? Très facilement, il suffit de s'inscrire sur le site. D'accord. Et répondre à quels critères en fait? Il faut être passionné, faut avoir une curiosité sur les plantes. Ah oui, tout simplement. En fait. Tout simplement. D'accord. Ok. Très bien. Alors, quels sont les différents objectifs de ces botanistes? Alors, en tant que botaniste amateur ou expert, on vient à Tela Botanica soit parce que justement on souhaite connaître le nom d'une plante, soit parce que l'on souhaite participer à un projet, soit parce qu'on organise un événement sur la botanique, une sortie, une exposition, pourquoi pas. En fait, il y a moult manières de participer au réseau. C'est un réseau ouvert, contributif, participatif. Donc tout ce qui touche à la plante, et à partir du moment où on veut être acteur, il suffit de s'inscrire et on peut proposer des choses. Donc les objectifs sont vraiment très très variés. Apprendre aussi, évidemment. Donc ça, ce sont les possibilités par rapport aux téléspectateurs. Vous avez, vous vous baladez, par exemple, vous voyez une plante que vous ne connaissez pas, on prend en photo et on peut vous l'envoyer. Et vous allez nous donner toute la typologie concernant cette plante, par exemple. Il y a ça, oui, en effet. Si on a un projet, on est professeur, par exemple, on a dans notre cours envie de parler de plantes, on peut aussi vous appeler. On peut utiliser pas mal de ressources. On peut utiliser des vidéos. On peut utiliser des flores, on peut utiliser des mallettes pédagogiques et tout est en accès libre sur le site. Voilà. D'accord, très bien. Et après, les botanistes, alors comment vous sélectionnez les botanistes? Moi, par exemple, je ne sais pas, moi je m'intéresse à une plante, quel botaniste va me répondre? C'est le réseau d'experts, c'est un principe, c'est un peu comme Wikipédia. D'accord. Vous voyez comment ça fonctionne? Bien sûr, oui. Donc à partir du moment où il y a un collectif qui est là, vous posez une question, le collectif agit, réagit. Donc c'est le principe de c'est le principe de la contribution par les pairs. Donc, en fait, c'est tout le réseau qui va réagir par rapport à une question posée. Après, c'est pas à nous de décider si oui ou non c'est un expert ou non. D'accord, très bien. Et alors, quels sont les différents outils que vous avez mis en place pour cela? Il y en a beaucoup, mais quelques-uns, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, par exemple, chronologie départementale. Corologie. C'est le R et le O qui sont partis trop vite. Corologie départementale, typiquement, c'est un projet... Alors, c'est un peu expert, là, pour le coup. Ah bon? J'en ai d'autres, si vous voulez. Iflore? Alors, Iflore, par contre, c'est une fleur en ligne. Ça, c'est facile. Voilà, très bien. C'est tout? C'est une fleur en ligne. C'est-à-dire, vous cherchez des infos sur le platane. Par exemple, vous allez taper platane sur le site de Tela Botanica. Vous allez arriver sur une fiche, Iflore, voilà, qui va vous expliquer la description, les images, sa répartition au niveau départemental, ce qu'on appelle la chorologie départementale, son écologie, tout ce qui va être aussi ses usages, sa taxonomie. Voilà. Et toutes ces informations, ce sont des bases de données qui sont créées par tous ces botanistes amateurs et experts qui travaillent ensemble pour créer donc des bases de données qui sont ensuite accessibles via Iflore ou d'autres projets. Identiplante, par exemple. Identiplante, c'est une plateforme qui permet d'aider à la détermination des plantes. Donc, vous prenez une photo. Cette photo, vous n'êtes pas sûr de ce que c'est comme plante. Vous la postez sur Identiplante et là, derrière, le réseau réagit. Il vous dit, non, c'est plutôt celle-ci. Est-ce que tu as bien regardé le petit tubercule ou ce genre de choses? Voilà. Et puis, il y a même un petit côté ludique. Vous avez des applications. Il y a même un jeu pour nous initier, nous entraîner. Alors, il y a pas mal de jeux, en fait. Ouais. Mais il y a The Plant Game, par exemple, qui est un outil qui a été développé en partenariat avec l'INRIA, en fait. C'est l'Institut national de recherche en informatique appliquée. Et donc, du coup, il y a ce projet-là qui permet de faire des quiz informatiques pour apprendre à connaître. Tela-botanica.org, donc le site internet, justement, si vous êtes intéressé par la botanique et toutes les missions et objectifs que vient de nous annoncer Christelle. Dans un instant, on parlera de votre actualité, puisque vous continuez évidemment à vous développer. Juste avant, que pensez-vous des bonsaïs?
très personnellement, moi, le bonsaï, c'est pas ça me met mal à l'aise parce qu'après tout, c'est de la botanique. Alors, vous savez quoi? On va les apprécier en regardant ce reportage signé Virginie Danger et Nora Genet. Donc, c'est sur un arboretum autour donc des bonsaïs et c'est à Mialet, c'est dans le Gard. C'est un endroit hors du temps, hors des tumultes urbains, propice à la sérénité et au calme, un jardin zen japonais. Ça m'évoque un bien-être quand je me promène autour de celui-là par exemple. Avec la cascade, le bruit, c'est très agréable, j'aime bien. Il y a 30 ans, Patrice Bongrand a eu un coup de cœur pour ces arbres miniatures et pour la culture japonaise. Mais ici, pas question de cultiver des espèces exotiques. C'est en montagne, dans les Pyrénées, qu'il les trouve. Et tous les ifs que vous avez là-bas, tous ces vieux arbres, ont entre 200 et 400 ans. C'est tous des arbres qui ont été prélevés à 1600 mètres d'altitude. C'est lors d'une opération de l'Office national de la forêt qu'il a réussi à récupérer de très vieux arbres avec leurs racines pour pouvoir les travailler en bonsaï. C'est un résumé de vie, en fait, un bonsaï. C'est le résumé d'un très vieil arbre dans son milieu naturel. Donc un bonsaï, c'est pas un petit arbre qu'on met dans son salon pour décorer. C'est tout le contraire. D'abord, un bonsaï, c'est toujours à l'extérieur, parce que c'est un être vivant. Il a besoin de lumière pour faire la photosynthèse. C'est grâce à cette photosynthèse qu'il transforme tout, la sève brute, en sève élaborée. Donc ça, c'est d'abord une leçon de choses. Et de miniature en miniature, Patrice Bongrand s'est intéressé aux animaux. Ânes, chevaux, poules, chèvres. Les éleveurs ont sélectionné des races déjà petites pour en faire des animaux miniatures. Ces ânes ont été importés aux États-Unis pour travailler dans les mines. Donc ils ont été chercher des ânes de petite taille pour travailler dans les mines. Et c'est des animaux d'une gentillesse et d'une tendresse absolument fantastique. C'est très intelligent. Dit-il, les animaux à taille humaine sont devenus des animaux de compagnie que Nadège ramènerait bien chez elle. Capucine. Capucine? Pourquoi Capucine? Parce qu'elle est jolie et elle est douce. Et Nuti aussi. Toi aussi, je te prendrai. J'adore, oui. Ouais. Très, très agréable, très câlin, très calme. L'arboretum se visite tous les jours durant les vacances scolaires. Calme et reposant pour les humains, l'endroit est aussi propice à la méditation animale. Oui, Christelle, apaisement, univers japonais, tout ça, c'est le bonsaï. Alors, votre actualité, Christelle, donc je rappelle, si vous venez de nous retrouver sur France 3 dans Ensemble, c'est mieux, que Christelle est directrice de Tela Botanica, c'est un réseau professionnel de botanistes francophones. Et dans votre actualité, vous avez mis en place le MOOC botanique. Quel est le principe de cette activité? C'est apprendre à reconnaître des plantes. Un MOOC, ça veut dire Massive Open Online Courses. Donc en gros, ce sont des cours qui sont dispensés en ligne, de manière libre, gratuite, pendant plusieurs semaines. C'est également des forums sur lesquels on va échanger, c'est des activités. Et on est toujours dans un principe coopératif où, si je sais, je partage en savoir. Donc là, ce sont quelques enseignants qui se sont mis autour d'une table et puis autour d'une caméra. Et donc, on a tourné ce MOOC qui aujourd'hui a été diffusé 2 fois. Et il y a eu plus de 60 000 personnes qui ont suivi ce MOOC. Avec un joli taux de réussite, puisqu'il y a des gens qui sont allés au bout. Il y a eu 22% de personnes qui sont allées jusqu'au bout. C'est diffusé sur Internet, par exemple, ou c'est lors d'une formation d'un atelier? Sur Internet. Après, c'est utilisé. Il y a pas mal de professeurs qui utilisent les vidéos, puisque tout est en libre et récupérable sur YouTube, en fait. D'accord. Très bien, voilà. Mais vous proposez aussi avec le MOOC, alors peut-être que je n'ai pas compris, c'est pour ça que j'ai besoin de vous poser la question, il y a aussi des ateliers, des formations qui durent quelques semaines. Est-ce que c'est quelque chose de différent? En fait, un MOOC, c'est un événement. Ça dure 9 semaines, pour le MOOC botanique en tout cas. Donc il y a des dates, on prend date, on s'inscrit et on va participer à ce MOOC pendant 9 semaines. Pendant 9 semaines, on vit une aventure collective à 30 000 personnes, 20 000 personnes, pour apprendre au cours des séquences. Concrètement quoi, par exemple? Que vit-on dans cette aventure? Par exemple, il peut y avoir des séquences sur apprendre à reconnaître une famille. Donc on va apprendre à utiliser une flore, on va apprendre à aller sur le terrain, et puis il va y avoir des activités, puis il va y avoir des quiz, et puis il va y avoir des forums d'échange. On peut aussi poser des questions à des chercheurs, des enseignants, voilà. Des cours de dessin, ah oui, d'accord. Donc tout ce qui touche à la botanique. À la botanique, tout à fait. Et des sorties terrain aussi, puisqu'en fait, on a essayé de travailler aussi sur la valorisation de ce qui se passe au niveau du territoire français pour le coup.
Et donc ça dure 9 semaines totalement ou quelques jours Totalement. On diffuse sur 9 semaines. Ensuite, un MOOC, on peut passer 2 heures par semaine, comme certaines personnes y ont passé des fois 12-15 heures par semaine. Ça dépend aussi du souhait que l'on a de faire les activités, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça demande un peu de travail aussi tous les jours ou pas du tout? Je vous dis, si vous suivez juste les vidéos, voilà, ça dépend de l'objectif de chacun. Combien de personnes par atelier ou par formation? Sur la première, il y a eu 36 000 personnes. Ah ouais. Et sur la deuxième, 24 000. Donc évidemment, vous vous renseignez sur Internet, le site internet tela-botanica.org. Et puis pour les MOOC, c'est mooc.tela-botanica.org. Merci beaucoup Christelle Vigneault, directrice de Tela Botanica, d'être venue sur ce plateau. Si vous avez des projets comme celui de Tela Botanica, si vous avez envie de nous contacter sur tous les projets autour de la solidarité, de l'humain, du vivre ensemble, des sujets concernant au quotidien, n'hésitez pas à nous solliciter. Cette émission est faite pour vous, ecm.occitanie@francetv.fr. Épilogue de notre feuilleton hebdomadaire qui tentait de rénover le refuge animalier de Tarbes-Bigorre avec l'or. Voici l'épisode final. Qui est-ce qui a des gros bras là? Attends, je passe, ok, parfait. Je passe devant. Alors, allez. Un râteau. La pelle là. Une pelle. Allez. Un râteau pour madame. Allez. Ah mais ça c'est le bosseur. Hein. Voilà. La plus grosse. Allez, c'est juste derrière, on peut y aller. Allez. Merci à tous de vous être mobilisés. Je sais qu'il est très tôt ce matin. On a pas mal de pain sur la planche. Donc je vous propose qu'on s'y mette de suite. Ok? Parce qu'ensemble, c'est mieux. On est d'accord? Allez, zoom. Allez. Ouais, on a besoin d'un râteau là. Là, ces gros cailloux, faut les couvrir ou pas? Bon, on va en faire un taille et puis après avec la pelle, on les enlèvera. Ok. Ouais, c'est pas mal. Tu t'es tout seul jusqu'à présent? Non, non, on a des gens qui viennent de temps en temps, mais pas assez. Et quand même, en fin de compte, c'est mieux quand on est tous ensemble. Hein. Ça se passe par ici? Mais ça se passe très bien. Ouais. Ça va. Hop, on est où là? C'est la chatterie, c'est ça? Oui, là c'est la chatterie. Vous êtes content de l'avancée des travaux? Ben, écoute, oui, que ça commence à avancer, bien avancé. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui c'est une journée importante pour vous. Nous avons déposé une demande pour être affilié à la Confédération nationale. Ouais. Donc il doit arriver aujourd'hui. Ok, donc là tout ce qui a été engagé déjà en amont, tous les travaux et tout ce qu'on est en train de faire en vous accompagnant, ça va être déterminant justement pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, si je comprends. Voilà. On croise les doigts? Voilà, on va les croiser. Ok, on va le rencontrer bientôt là. Voilà. Parfait. Bon, mais je crois qu'il arrive là. Je représente beaucoup la Confédération nationale défense de l'animal. Là, l'idée aujourd'hui, finalement, c'était de se rencontrer, de pouvoir échanger en vue de leur demande d'adhésion. Donc on va voir du coup dans le cadre de l'adhésion comment il est possible de développer des aides financières, voir avec les différents acteurs publics comment à terme on peut transformer cette structure pour les accompagner sur les questions de bénévolat, sur les questions du coup avec les salariés, pour répondre finalement à leurs différentes attentes et leurs différents besoins. Voilà, donc là, c'est les nouveaux box. La partie fourrière? Voilà, la partie fourrière. Oui, on voit que c'est tout neuf. Là encore, ça n'accueille pas d'animaux. Mais Ils sont assez grands, quoi. Ils sont dans les normes. Bon, maintenant, il nous reste le reste à réaliser aussi. Hein. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aller casser une partie, replacer les animaux, mais ça se fait. Après, c'est juste que ça va être une période un petit peu plus chargée pour vous. Oui, on espère du coup qu'il reste quand même le moins habité possible. Quoi. Parce que bien souvent, c'est ce qui nous reste sur les bras, c'est des chiens qui ne sont pas réclamés. C'est au bout de 8 jours où nous, on les met à l'adoption. D'accord, ils partent du coup sur la partie refuge. Voilà, le parti refuge. Okay. Tu restes assis.
Pas bouger, Est-ce que tu as été gentil? Pas bouger. Gali? Oui, bon chien. Je crois que ça lui plaît. Oui. Voilà. Voilà, je te vois venir, t'as vu? D'abord, toi, qu'est-ce que tu veux? Merci à tous en tout cas de vous être mobilisés pour Jean-Michel et pour Carmela. Surtout merci pour eux, pour tous les 4 pattes qui sont là. Je suis ravi, moi. Moi, je suis ravi. Bravo tout le monde. Bravo. Ouais. Merci. Chill. À la santé et à l'avenir de la SPA. Merci encore à tous et définitivement, ensemble, c'est mieux. Bravo Laure d'avoir en tout cas mené à bien cet objectif donc de rénovation au refuge de Tarbes-Bigorre. La semaine prochaine, nous serons en Bretagne, dans une ferme qui souhaite devenir le premier espace totalement consacré au jardinage naturel et à la biodiversité. Alors l'objectif est de créer toute une forêt, 400 arbres avec des noisetiers, des bouleaux, des chênes. Et ce grand chantier solidaire a été fait pour notre reporter Eugénie Ravon. Ce sera donc le feuilleton de la semaine prochaine avec un épisode inédit par jour. Il est temps de passer au jeu maintenant. On vous offre tout d'abord le spectacle de l'humoriste Ziz. Regardez un extrait. Elle a dû faire le lifting, il a opéré, mais ils ont laissé les ficelles, tu sais. J'adore ma belle-mère, j'adore. Connasse. Moi, je suis obligé de mettre cette vieille robe là que j'avais mis pour l'enterrement. La belle-mère, je peux pas la voir. Il est là, on dirait qu'il a... Ziz sera donc 2 fois en Occitanie en ce début d'année. Tout d'abord à l'auditorium Hôtel Novotel Atria de Nîmes. Ce sera donc le dimanche 13 janvier à 18h. Nous avons 6 places. Et puis le jeudi 14 février à Béziers au Zinga Zanga à 19h30. Là, nous avons 10 places. Et puis on vous offre également le concert de Roch Voisine et c'est lui-même qui vous l'annonce. Bonjour tout le monde. Après 4 concerts à guichet fermé au Francophonie de Montréal en juin dernier, je vous annonce que je serai de retour en Europe en janvier 2019 avec un tout nouveau spectacle acoustique. On sera 3 sur scène. On va vous faire des anciennes chansons, des nouvelles chansons, mais surtout des surprises. Des chansons inédites, des choses qu'on n'a pas faites depuis longtemps. Tout ça dans un beau petit cadre intime. J'espère vous y voir. Soyez là, janvier 2019. Le petit chouchou de notre script, Claire, sera donc au Casino Barrière de Toulouse le mercredi 6 février à 20h30. Nous avons 4 places. Vous jouez tout de suite avec nous, ça m'apprendra. ecm.occitanie@francetv.fr. Vous marquez bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, le cadeau de votre choix. Et pour Ziz, la ville de votre choix, Nîmes ou Béziers, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance. Allez, demain, on se retrouve pour le best-of, les premiers meilleurs moments de cette émission. Nous revivrons tout ce que nous avons vécu depuis lundi ensemble sur ce plateau. Et puis rendez-vous sinon lundi prochain pour une nouvelle émission inédite. Alors écoutez bien, pour le dossier du jour, nous parlerons du prélèvement à la source. Je sais que ça vous tient à cœur. Eh bien, nous aurons le directeur régional avec nous de la direction des finances pour répondre à toutes les questions relatives au prélèvement à la source. Tout de suite, les JT, c'est l'édition du 12-13 sur France 3. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre site internet France 3 Occitanie depuis lundi, bien entendu. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain ou lundi pour une nouvelle émission de Ensemble c'est mieux. Merci, belle journée.